Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Comme vous pourrez le voir sur la slide suivante, l'organisme de formation Argus de l'assurance est certifié Calliope, Datadoc, et ça représente un catalogue de plus de 100 programmes et 400 sessions minimum de formation programmées chaque année en présentiel ou à distance, sur des thématiques variées telles que le risk management, la finance, la distribution, le digital. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site pour retrouver toutes ces thématiques qui sont, pour la plupart d'entre elles, je dirais même quasiment à 100%, certifiées DDA aussi, en ce qui concerne l'obligation de formation de 15 heures annuelles des courtiers, qui sont nombreux ce matin parmi nous. Donc nous sommes ce matin avec Charlotte Méry et Isabelle Gontier, qui sont toutes les deux senior managers de la BU Assurance de SIA Partenaires. Je vais les laisser se présenter et elles vont donc nous conduire à travers la Green Assurance de manière un petit peu générale, et puis vous verrez qu'il y a des points plus particuliers pour détecter et cultiver les opportunités de l'assurance verte qui continue à s'expanser de plus en plus. Voilà, donc je leur laisse la parole. N'hésitez pas via vous devez avoir un petit module GoToWebinar avec un petit point d'interrogation, donc à poser toutes vos questions au long de leur intervention et je leur relayerai à la fin afin qu'elles puissent y répondre. Voilà, donc Isabelle, Charlotte, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On est ravis d'animer ce webinaire avec vous sur ce sujet qui est effectivement d'actualité et passionnant. Alors, pour parler rapidement de SIA Partners, donc on a un cabinet généraliste, certains d'entre vous nous connaissent déjà. On est une entreprise d'origine française, mais avec une forte présence à l'international. On est aujourd'hui plus de 2400, avec plus de 700 clients. Donc, comme je vous disais, on est présent à l'international dans 18 pays et on a toujours une croissance assez importante tous les ans et avec une forte capacité de résilience qui nous a permis d'avoir un chiffre d'affaires quand même d'une croissance importante de plus de 19% malgré le contexte du Covid l'an dernier. On a aussi engagé une refonte assez forte et vraiment ancrée dans notre ADN désormais de nos activités, avec notamment des centres d'excellence d'intelligence artificielle et des design centers et une politique volontariste d'investissement dans la R&D pour justement accroître notre empreinte auprès de nos clients, pour accroître l'efficacité de nos interventions et le développement de nos clients, afin de les aider à faire face aux nouveaux défis qui se présentent et à détecter les opportunités qui ne sont pas encore réglementaires, justement. Merci beaucoup Isabelle, bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour compléter cette présentation rapide, nous sommes un cabinet qu'on qualifie de multispécialiste. Vous voyez une liste assez impressionnante de secteurs et de services. Je ne vais pas tous vous les présenter parce que ceux qui nous intéressent aujourd'hui vont être assez limité, donc ça va être l'assurance que nous représentons aujourd'hui avec Isabelle, peut-être un petit peu la banque pour incarner les services financiers de manière générale, et au-delà de nos expertises sectorielles qui nous permettent de bien connaître les chaînes de valeur de chacune des industries, nous avons aussi un certain nombre d'équipes avec une expertise fonctionnelle qui nous permettent de rentrer dans des sujets très particuliers. Nous avons par exemple des actuaires, des consultants spécialisés en conduite du changement, en conformité, etc. Donc cette capacité qui est vraiment propre à SIA Partners de mobiliser des expertises croisées nous permet d'avoir une vision assez complète d'un certain nombre de sujets, dont le sujet qui va nous parler aujourd'hui, qui est l'assurance verte, qui finalement se retrouve à la croisée du monde des services financiers, mais aussi des transports, de l'énergie, de la data science et d'un certain nombre d'autres activités.
Alors, peut-être un dernier point sur SIA Partners qui est non négligeable. Notre stratégie en tant que cabinet de conseil est basée autour de 4 piliers. Donc, bien entendu, le pilier central qui est la prestation de conseil en général, mais qu'on a complété de 3 autres piliers, donc la data, comme le disait Isabelle, le design et surtout le dernier pilier qu'on appelle Consulting for Good depuis 2019. Alors, en quoi consiste Consulting for Good ? C'est 3 engagements de la part de SIA Partners. Donc, être un cabinet de conseil engagé, être un partenaire de confiance et être un employeur de premier choix. Donc, ce que ça veut dire développer des expertises qui sont liées au domaine des ESG de manière générale. Donc, évidemment, on pense au climat en particulier, mais ça va bien au-delà de tout ça. Notre ambition, c'est d'être reconnu et sollicité sur ces sujets et c'est ce que commence à faire le marché et surtout d'être en capacité de piloter et de mesurer notre impact, que ce soit de manière qualitative ou de manière quantitative. Donc, on a développé un certain nombre de centres d'expertise autour du climat, de la conformité et de l'éthique, de la responsabilité sociale, le tout appuyé quand on peut sur la data et l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller regarder sur notre site web si cela vous intéresse davantage. Nous serons ravis de reparler de nos engagements et de la manière dont nous pouvons vous aider sur ces différents sujets de façon plus large. Isabelle, je te repasse la main si tu veux donner quelques exemples. Oui, alors justement par rapport à notre engagement concernant le climat, donc on a effectivement, comme le disait Charlotte, un lab Climate Analysis Center qui s'attache à justement préparer les offres de... Attendez, je suis vraiment désolée. Désolée, c'est les aléas du direct. Donc, je disais, excusez-moi encore pour cette interruption, donc on a des actions pour le climat qui sont fortes et engagées et qui nous amènent à développer des offres autour de 6 grandes thématiques. Donc, l'anticipation du réchauffement climatique à travers des offres qui consistent à s'assurer de l'économie circulaire, à prévoir le développement d'empreintes carbone basses, de faire des modèles de transformation, green business, etc. Également, donc, de tirer profit des nouvelles technologies, comme le disait Charlotte, via l'intelligence artificielle et également tout ce qui va être les infrastructures actuelles Green IT. Et on a pour cela, comme disait Charlotte, également des bots. On a des centres d'intelligence artificielle avec des bots qui nous permettent d'accélérer le ROI sur ces projets et donc de tirer profit des technologies pour, dans une optique de verdissement des activités. On a aussi des offres qui se permettent de financer la transition écologique via les green products, l'asset management vert, les taxonomies, l'optimisation des taxonomies et tout ce qui va être intégration des risques climatiques dans les stratégies d'investissement. On a également des offres qui permettent d'adapter les politiques publiques à des écosystèmes locaux. On a aussi une capacité à aider l'entreprise à protéger la biodiversité via la prise en compte du GBS, donc du Global Biodiversity Score, qui est développé par la Caisse des dépôts en partenariat avec le club B4B4 et qui permet justement de vérifier la durabilité des investissements via pas seulement uniquement les impacts carbone ou justement oil and gas, mais également sur la biodiversité. Et enfin, on a aussi des offres qui permettent de développer, d'accompagner nos partenaires dans la définition d'une agriculture durable et responsable. Voilà. Alors, concernant la finance verte, donc évidemment, quand on parle de green assurance, on est évidemment dans un écosystème plus vaste de finances et donc de finances durables, avec un des volets de la finance durable qui est donc la finance verte. On vous remet quelques dates ici qui sont déjà assez connues, mais qui permettent quand même de poser un peu les choses. Ça fait quand même une vingtaine d'années maintenant
qu'on parle de finances vertes, avec une accélération depuis le discours de 2015 de McCartney et surtout des engagements forts, des labellisations, la création de nouvelles agences. Donc il y a pléthore d'agences qui permet aussi de rendre le discours peut-être un petit peu difficile en harmonisation. D'ailleurs, il y a un papier récemment là, de la CPR et de la FFA sur le sujet de l'AMF, la CPR et les mutuelles sur le sujet où enfin, il y a beaucoup d'agences qui permettent d'avoir une vision sur les enjeux environnementaux et un manque peut-être de concertation et en fait d'avoir une homogénéité dans la façon d'observer les choses. Pour autant, la loi Pacte est désormais une réalité avec donc le 3e volet de la loi qui est applicable depuis le mois de janvier de cette année avec l'obligation pour les assureurs de disposer dans des fonds de labellisation, donc une UC verte, une UC sociale et une UC de développement durable. Et donc, tous ces engagements-là nous amènent aujourd'hui à accélérer le mouvement autour des études d'opportunité pour pas uniquement justement être contraint par la réglementation, puisque justement, elle avance aussi et donc c'est à tout le monde de savoir prendre le train en route pour que les pratiques managériales et commerciales puissent être en ligne avec ces nouveaux enjeux réglementaires. Il y a un enjeu évidemment réputationnel parce qu'on ne peut pas être le dernier de la classe à faire ce que le marché attend et évidemment commercial, parce que tout en finalité, tout ça concerne la marque, le renom des marques et la capacité à conserver, voire à gagner des parts de marché. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est un petit peu de traiter finalement la question du jour sur laquelle je pense qu'on est tous alignés. Au vu de ce que vient de vous présenter Isabelle, la question n'est plus faut-il aller sur le territoire de l'assurance verte ou de la finance verte, mais bien comment faut-il y aller puisqu'on se rend bien compte que le moment, c'est maintenant. La seule question qui se pose pour un certain nombre d'acteurs, c'est quelle est la stratégie finalement à adopter, quels sont les différents leviers à activer pour accompagner l'économie en tant qu'acteur institutionnel dans la transition verte. Notre conviction là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de one size fits all, comme on dirait en anglais. Toutes les stratégies doivent vraiment dépendre de votre positionnement, de votre contexte, de votre taille, de la nature de vos activités et bien entendu de vos moyens. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de coûts associés à la transition verte qui en valent la peine. Mais c'est vraiment un plan à construire sur plusieurs années. Donc notre première recommandation, c'est tout d'abord de définir votre ambition et vos objectifs. Alors, il y a des frameworks qui existent, par exemple, s'assurer qu'on définisse des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ça, c'est vraiment définir le cap que vous voulez poursuivre dans votre transition verte et dans la manière dont vous voulez accompagner vos clients. Et une fois que cette ambition et ces objectifs sont définis de manière personnalisée pour votre mutuelle ou compagnie d'assurance, il y a un certain nombre de leviers qu'on va détailler un petit peu ensemble aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Les classes sont en 3 catégories principales. Ces 3 catégories sont bien évidemment les offres de produits et services, les stratégies d'investissement et la finance verte de manière générale. Et la 3e catégorie, qui n'est pas à négliger, c'est la catégorie qu'on va qualifier un petit peu de interne, donc qui est toutes les actions liées aux opérations et à votre organisation. Donc ces 3 catégories sont alignées avec les principes qui ont été publiés par l'UNEP, les principes pour une assurance durable, avec pour objectif d'apporter des solutions concrètes aux clients, de financer la transition verte et d'être soi-même, bien sûr, un acteur de la transition écologique. Alors, le premier pilier qu'on va essayer de détailler un petit peu aujourd'hui, c'est le rôle premier de l'assureur, c'est-à-dire être en capacité d'offrir des solutions de couverture contre les risques auxquels sont exposés les individus et ou les entreprises, et notamment pour favoriser leur adaptation et leur résilience face aux changements climatiques ou aux changements sociétaux. La question, c'est comment les assureurs peuvent avoir ce rôle.
On sait que de toute façon, il va falloir changer. Je pense que vous avez tous lu le rapport de l'exercice de stress test climatique qui a été publié par la CPR en mai l'année dernière, qui explique que d'ici 2050, le coût des sinistres dans certaines régions, donc là on parle de CatNat, pourra augmenter jusqu'à un multiple de 6, ce qui est absolument énorme. Donc ça veut dire qu'on doit changer la manière dont les produits et les services sont conçus et sont tarifés. Donc le premier ajustement qui est possible, c'est dans la conception des produits, avec éventuellement des nouvelles techniques de modélisation des risques, avec des modèles de CatNat qui sont un peu plus prospectifs, des stress tests pour changer un peu la manière dont les modèles déterministes sont conçus. Et on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont déjà engagés dans cette voie, donc d'ajustement de la conception des produits. Par exemple, on sait que AXA travaille déjà avec certaines coopératives pour modéliser les impacts du dérèglement climatique sur certains indicateurs de production pour l'agriculture, avec pour objectif de pouvoir adapter, accompagner les clients dans les stratégies d'irrigation, de rotation des cultures. Donc ça, c'est un des exemples. Aux États-Unis, l'université de Stanford a publié des chiffres assez impressionnants qui disent qu'entre 91 et 2017, à peu près 20% des pertes de l'assurance récolte sont liées au changement climatique. Donc il y a vraiment un impact business qui est très très fort. On a d'autres acteurs qui ont développé des produits, donc non pas liés à l'agriculture cette fois-ci, mais au changement de véhicules. Par exemple, Baloise Assurance a lancé un produit qui encourage les propriétaires de voitures à changer pour des véhicules électriques. Donc, ce sont des choses qu'on va voir évidemment de plus en plus avec l'évolution des modes de mobilité. Où on voit aussi Cardiff qui a lancé par exemple un produit en partenariat avec Back Market et une insurtech qui s'appelle Esurance pour couvrir les smartphones reconditionnés. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de secteurs, que ce soit voilà, les agriculteurs, le dommage aux biens, dans lesquels les assureurs commencent un petit peu à changer leurs pratiques et à réajuster la manière dont les produits sont conçus. Sur une autre partie de la chaîne de valeur, on voit aussi des changements dans les modalités d'indemnisation. Donc, je pense que vous avez tous en tête notamment l'accélération très très forte de l'assurance paramétrique, qui permet d'assurer, d'indemniser un sinistre en fonction de la réalisation de conditions prédéfinies. Donc, ce qui change un petit peu par rapport à l'assurance traditionnelle. On voit que des acteurs comme Descartes ou Sénat en France ou à l'international, Pingan ou Zongan s'y mettent. Encore une fois, c'est quelque chose qui va être très applicable à l'agriculture, qui peut être une réponse à la difficulté que rencontrent les assureurs de modéliser certains risques climatiques. Donc ça va s'appliquer, le coût de ces assurances peut être assez élevé, donc ça s'applique pour l'instant à des secteurs à forte valeur ajoutée, par exemple la culture des vignes, mais à l'avenir, c'est quelque chose qui peut toucher beaucoup plus de domaines. On voit aussi que ça s'applique à l'assurance santé, parce que des acteurs comme MetLife ont lancé des assurances paramétriques pour couvrir le diabète gestationnel, par exemple. Donc ça va vraiment couvrir tous les secteurs, qu'on parle de l'assurance Yard ou de l'assurance santé. Le dernier élément sur lequel les assureurs ont la main, au-delà de la conception des produits et des modalités d'indemnisation, ça va bien évidemment être la tarification. La question se pose de savoir si les contrats d'assurance de dommages aux biens prennent bien en compte, par exemple, les risques de montée des eaux qui sont liés au changement climatique, d'accélération de la fréquence des grosses tempêtes, etc. etc. Et ça impacte aussi l'assurance vie et l'assurance santé, dans le sens où si le climat change, la typologie des maladies qu'on va pouvoir rencontrer va évoluer et donc il va falloir faire évoluer la tarification. La vraie question qui se pose sur la partie produit, ça va être alors l'acceptabilité de ces nouveaux tarifs, de ces nouveaux produits par la population, qui va changer un petit peu la relation qui existe actuellement entre les clients et leur assureur face à un sinistre. Alors, tous les risques n'étant pas assurables, l'objectif n'est pas non plus de couvrir tout et n'importe quoi. Un des rôles clés des assureurs et des mutuelles,
ça va être l'incitation aux comportements qui vont venir atténuer les risques. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent être utilisés. Donc, ça peut être une incitation par l'inclusion de nouveaux services. Par exemple, on voit BNP Personal Finance qui a lancé sa filiale Tilia, qui propose d'aider les aidants. Donc les aidants, ça va être des personnes qui notamment s'occupent de personnes âgées à mieux s'occuper d'elles. Donc là, on n'est vraiment plus dans le produit des assurances, on est vraiment dans le service complémentaire. Et ça, c'est intéressant parce que ça a été initialement financé via un principe de finance solidaire dans le cadre d'un programme d'intrapreneuriat. Et ça a été ensuite réintégré au sein de la chaîne de valeur de l'assureur. Donc, il y a cette vision service. Un autre levier, c'est la prévention et l'éducation, évidemment, avec un gros enjeu de quantification de la rentabilité des stratégies de prévention. Mais on devient de plus en plus pertinent dans la manière d'évaluer les impacts quantitatifs de ce type de stratégie. Donc ça peut être avec des couvertures de soins préventifs en assurance vie. Ça peut être aussi via la coordination avec les pouvoirs publics sur des dispositifs de prévention physique face à des tempêtes, par exemple. Et ça peut être aussi via l'éducation. On pense notamment à la Climate School d'AXA. Et le dernier point, c'est évidemment la tarification, où les assureurs peuvent proposer des produits, et ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, différenciés selon le type de comportement des clients. Donc ça va inciter aussi, par exemple, certains clients à mieux isoler leur maison, à consommer de façon plus raisonnable de l'électricité, pour des professionnels à avoir des flottes de véhicules qui soient un peu plus axés électriques que carburant traditionnel, etc. Donc on voit des acteurs qui s'y mettent, notamment aux États-Unis, on a Donegal ou Travelers qui ont lancé ce type de produits. Un autre, alors j'ai pas complètement fini. Ah, pardon. Un autre élément, je vais essayer d'aller rapidement effectivement, parce qu'il y a énormément de choses à citer, c'est vraiment un sujet passionnant. Donc au-delà des produits, des services et des incitations à l'atténuation des risques, il y a bien évidemment un gros axe à jouer pour les assureurs et les mutuelles qui sont les politiques de souscription. C'est-à-dire que si la carotte, entre guillemets, de l'accompagnement ne suffit pas, il reste toujours le bâton. On voit notamment un certain nombre d'assureurs qui, ces dernières années, ont fait quand même évoluer leur politique de souscription, notamment autour des sujets, des secteurs de l'exploitation du charbon, soit la construction ou l'exploitation de centrales ou de mines. Dans le même registre, on peut parler de l'extraction des sables bitumineux, on peut parler des forages en Arctique, on peut parler du tabac, on peut parler des armes controversées. Voilà, tout ça sont des sujets sur lesquels les politiques de souscription des assureurs peuvent faire évoluer les secteurs dans le bon sens de la transition écologique. Et on voit notamment un renforcement de ces engagements des acteurs de l'assurance. On a vu en parallèle de la COP26 des actions notamment sur les secteurs du pétrole et du gaz. Et sans aller jusqu'à la restriction, on voit aussi un certain nombre d'acteurs qui mettent en place des politiques de souscription un peu plus sélectives sur les sujets qui ont trait par exemple à la protection du patrimoine, à la gestion forestière, à la gestion des océans, à la protection des animaux, voilà, tout un tas de sujets qui sont en lien avec les changements climatiques et avec l'assurance verte en général. Et au-delà de ça, il y a aussi une responsabilité des assureurs dans le choix des partenaires et des prestataires dont ils peuvent proposer les prestations à leurs clients. Je pense notamment à l'assistance. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Nous travaillons avec une entreprise qui s'appelle Greenly, qui permet notamment d'estimer le bilan carbone des partenaires et des prestataires. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'Isabelle détaillera un petit peu plus tard. Et voilà, tout ça pour résumer en un seul point, qui serait le dernier. Il est bien entendu crucial pour les assureurs de prendre un certain nombre d'engagements sur la partie produits, services, stratégie de souscription, mais il est aussi crucial de promouvoir ces engagements et de pouvoir les respecter. Donc
je laisserai un petit peu Isabelle parler de la partie quantification via Greenly notamment, des différents types d'engagements qui peuvent être pris, qui permettent ensuite de communiquer à la fois aux clients, aux actionnaires et aux employés sur les mesures qui sont prises dans la durée. Le deuxième pilier dont on voulait vous parler aujourd'hui, ce sont les stratégies d'investissement et la finance durable. Donc la finance durable, c'est quoi? C'est un concept ombrelle. Donc, quand on parle de finance durable, on traduit bien évidemment aujourd'hui par assurance durable. C'est un concept qui regroupe un peu les différentes formes d'initiatives qui s'inscrivent dans une démarche éthique et de long terme de la finance ou de l'assurance. Donc l'objectif de ces éléments vont être de concilier la performance économique, pas non plus des ONG, l'impact social et un environnement positif, avec quatre volets, donc la finance verte, les ISR, la finance solidaire et le social business. Peut-être pour commencer avec la finance verte. Donc la finance verte, c'est l'ensemble des investissements qui visent à favoriser la transition énergétique vers une économie bas carbone et à lutter contre le réchauffement climatique. Donc on est vraiment sur des sujets décarbonisation et climat. Donc la décarbonisation du portefeuille d'investissement, elle vient un petit peu en parallèle de l'adaptation des stratégies de souscription. L'idée étant d'agir un peu sur l'actif et sur le passif de manière parallèle, en se disant si on refuse de souscrire un certain nombre de risques liés au charbon, on ne va pas non plus investir dans ces entreprises, on ne va pas financer leur développement. Donc on a des acteurs comme MASF ou AXA qui ont annoncé assez récemment soit des plans d'investissement ou des plans de désinvestissement d'un certain nombre de secteurs. Ça peut être des montants assez conséquents. Et au-delà des stratégies d'investissement et de sélection vraiment des types de secteurs dans lesquels investir, on a des placements qui sont labellisés ou qui sont qualifiés de placements verts. Donc ça, on voit une nette évolution des chiffres, parce que c'est un marché qui était quasiment insignifiant au début des années 2010. Fin 2020, d'après la FFA, les placements verts des assureurs s'élevaient à 113 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal, même si quand on regarde le total des placements, finalement, ça consiste en 5% des actifs gérés, mais avec une croissance qui est impressionnante. Donc, ça va sûrement évoluer nettement dans les prochaines années. Ces placements sont constitués essentiellement d'immobilier vert, donc à haute performance environnementale, de green bonds, d'infrastructures vertes, donc là on parle d'énergie renouvelable, de transport à faible émission et de fonds thématiques environnementaux. Je vais juste parler de deux outils en particulier, les green bonds et les green funds. Donc les green bonds, je pense que vous connaissez tous, sont des émissions obligataires qui servent à financer des projets à bénéfice environnemental. Donc là, deux manières d'agir pour les assureurs et les mutuelles, soit en investissant dans ces green bonds, soit en émettant. On sait que CNP, par exemple, a fait sa première émission de green bonds en 2019. AXA et Groupama ont aussi émis leurs propres green bonds en 2021, donc c'est une tendance qui monte. Deuxième véhicule d'investissement, les green funds, qui peuvent être labellisés par le label Greenfin, donc qui a été créé par le ministère de la Transition écologique. Donc voilà, on voit que les véhicules d'investissement de la finance verte sont de plus en plus nombreux, avec de plus en plus d'obligations. Isabelle l'a mentionné tout à l'heure en introduction, la loi Pacte côté assurance vie pousse les assureurs à proposer un certain nombre d'unités de compte labellisées ISR, Greenfin ou encore Finansol. Oui, merci Charlotte. Donc effectivement, comme tu viens de le préciser, sur le volet d'investissement social et responsable, on a de plus en plus de contraintes à prendre en compte des critères extra-financiers. Donc ISR, donc environnementaux, sociaux et gouvernance, les ESG, dans les investissements et avec la mise en application du dernier volet de la loi Pacte là, depuis le 1er janvier qui oblige donc les assureurs à proposer dans leur contrat au moins une UC ISR, une UC verte et une UC solidaire.
Bon, par ailleurs, la loi Pacte aussi, depuis le 1er janvier, elle impose d'avoir une information pour les épargnants beaucoup plus claire quant aux investissements choisis et leur impact. Et également, en amont de chaque souscription, les contrats doivent présenter les pourcentages d'UC labellisés dans le portefeuille. Donc, de toute façon, l'investissement social et responsable, c'est une réalité, c'est aussi une contrainte, mais le marché amenant ces nouvelles dispositions, il y aurait qu'une paire d'opportunités de ne pas proposer davantage d'UC, davantage d'UC vert, davantage d'UC solidaire, pour justement avoir un impact encore plus positif en termes de communication au marché et envers ses clients. C'est plutôt vertueux de continuer à proposer ce type d'UC. Je te relaisse la main, Charlotte. Merci. Le troisième pilier de la finance durable, ça va être la finance solidaire, donc un petit peu le pendant de la finance verte sur les aspects climat. La finance solidaire va concerner les produits financiers solidaires qui sont liés à des activités du type insertion par l'emploi, solidarité internationale, sociale, logement, etc. Donc c'est vraiment le même principe, et on va aussi s'appuyer sur les ISR. Donc il n'y a pas que ça, parce qu'on peut avoir aussi des fonds solidaires ou des fonds qui ont un autre type de labellisation, mais on reste dans la famille des fonds avec une vocation qui vont être labellisés, ce qui va permettre d'avoir une transparence normalement de la part des assureurs vis-à-vis de leurs investisseurs, qu'ils soient individuels ou institutionnels, sur la manière dont l'acteur d'assurance ou mutuelle va financer l'économie réelle. Très bien. Et en fait, le dernier volet de la finance durable, et donc de l'assurance durable, si on voulait en faire le pendant sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est effectivement le social business. Donc c'est la capacité des assureurs à vraiment avoir une empreinte locale, sociétale, verte, donc au sens cette fois-ci pas uniquement de lutte contre le réchauffement climatique et les modifications des produits assurés, des gens et des produits assurés, mais c'est également dans une optique vraiment de circuit court, d'impact local, de bénéfices vraiment pour une société donnée. Par exemple, les mutuelles ont un fort enjeu dans leur zone d'achalandage et peuvent vraiment mettre en relation par des circuits courts ou par une capacité à faire intervenir des acteurs locaux dans des offres de produits ou de services qui n'est pas négligeable. On peut aussi parler de microcrédit, voire micro-assurance, de faire de l'investissement aussi, l'impact investing, l'épargne qui est placée dans des entreprises qui sont plutôt à portée sociale et sociétale. Et en interne aussi, le social business, ça concerne aussi la capacité des assureurs à se réinventer de l'intérieur pour tenir compte de ces nouveaux enjeux qui sont très visibles à l'extérieur. Et donc, par l'intrapreneuriat, justement, les challenges innovation, montrer une capacité à se réformer, à se réinventer pour que justement les investissements qu'ils font, que l'assureur fait, ne soient pas uniquement vers des secteurs exogènes et plutôt éloignés des considérations de leurs propres salariés, mais ou de leurs propres assurés, mais également vers des projets porteurs de sens en local, en interne, pour faire participer leur cœur de clientèle et tous qui s'engagent tous dans un chemin plus vertueux par ces impacts sociaux et locaux. Alors donc, pour revenir justement sur la capacité à se réformer de l'intérieur et avoir des projets qui sont alignés avec justement les enjeux que le marché attend de voir relevés. On travaille beaucoup donc chez SIA Partners avec une entreprise qui s'appelle Greenly et qui en fait met à la disposition de ses clients une plateforme qui permet de mesurer l'empreinte carbone via une connexion à la comptabilité des entreprises et qui peut donc ainsi mesurer quantitativement l'impact de ces opérations, l'impact des fournisseurs et d'avoir justement après des tableaux de bord et des leviers d'action
très clairement définies qui permettent justement d'aller vers une définition de stratégie net zéro, un plan d'action que nous, consultants plus généralistes, que justement sommes en capacité de mettre en œuvre auprès de nos clients. Et c'est pour ça qu'on a un partenariat qui est très efficace, c'est qu'ils mettent en place une solution technique pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre de leurs activités. On peut aussi le déployer chez les salariés, chez les clients. On a des agents d'assurance qui l'utilisent et qui affichent leur score Greenly sur leur porte. Donc en fait, ça participe en termes de communication et en termes de mesure, parce qu'effectivement, on peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Donc Greenly permet de mesurer l'impact des activités d'une entreprise, par exemple, concernant les gaz à effet de serre. On peut engager les équipes parce que c'est une solution qui est vraiment souple et agréable à utiliser par des petits challenges. On peut regarder comment améliorer, comment faire moins qu'hier dans les gaz à effet de serre, etc. Son impact, diminuer son impact. Et ça permet d'avoir un engagement fort d'une part des employés et donc une marque, un engagement marque beaucoup plus intéressant. C'est par ailleurs un outil assez vraiment puissant pour engager après des changements. On a le cas justement dernièrement avec AXA Partners qui a revu justement de fond en comble son offre de services et même opérationnelle pour intervenir dans les cas de sinistres, pour faire intervenir des acteurs beaucoup plus près pour diminuer l'empreinte carbone des déplacements, de dépanneuses, etc. Donc en plus, il y a aussi par ricochet un enjeu social et solidaire d'avoir un maillage beaucoup plus fin et beaucoup plus étendu d'intervenants à mobiliser dans ce cadre-là. Donc les plans d'action qui en découlent impactent après les différents topics qu'on vient de citer avec Charlotte. Les offres de services ont un impact sur les stratégies d'investissement et après un impact en interne sur l'image de marque employeur qui s'en dégage. On a aussi, en termes d'image et de refonte globale et d'alignement des valeurs avec les contraintes réglementaires et de marché, c'est tout ce qu'on disait en début de point aujourd'hui sur le Green IT, de s'assurer que effectivement les opérations de l'entreprise ne viennent pas gréver toutes les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre via la législation ou via ce que le marché commence à voir venir et attend aussi, quoi. Donc une démarche vraiment globale et cohérente, un alignement des valeurs stratégiques de l'entreprise avec les enjeux commerciaux et de développement font sens et sont reconnus par le marché. On a vu déjà pour des appels d'offres de contrats groupe un prospect préférer un acteur qui alignait ses engagements en interne avec ceux qui étaient attendus et qui étaient requis en externe. Donc, ça reste un avantage concurrentiel fort, donc un enjeu de développement et d'impact positif qui est à la portée de tous, en fait, selon le levier qu'on est capable d'activer en premier lieu. On est en capacité, nous, justement notre équipe de consultants en assurance, d'accompagner via Greenly ou via d'autres acteurs, parce qu'on travaille aussi avec d'autres agences qui savent noter sur d'autres critères que uniquement les aspects gaz à effet de serre. On peut aussi noter, il y a des agences qui notent sur l'impact sur la biodiversité. Donc tous ces indicateurs qui commencent à fleurir, mais qui commencent aussi à faire un peu référence, même si aujourd'hui il n'y a pas un consensus formel sur une agence par rapport à une autre sur certains sujets. En tout cas, le fait de mesurer et de rester clair sur l'objet de la mesure, on peut voir comme ça une amélioration. Dans tous les cas, relativement à partir d'une base 100, on voit si les efforts qui sont consentis apportent les fruits attendus. Et ça permet en termes de communication et de rétention de salariés d'avoir un impact très positif. Un autre enjeu aussi de green, ce qu'on voulait aussi mettre en avant, c'est aussi la QVT, le bien-être au travail et la capacité aussi à transformer l'écosystème pour les salariés dans un contexte post-Covid avec du télétravail encore largement
déployés, mais qui tendraient peut-être aussi à revenir à une fréquence moindre. Il faut repenser justement le travail de demain dans les entreprises d'assurance. Il faut repenser la capacité à intégrer des nouveaux moyens de communication, toujours dans une logique quand même de Green IT, ne pas exploser non plus les compteurs de consommation de réunions Zoom, par exemple, pour assurer, encore une fois, la cohérence des pratiques avec ce qui est attendu et les enjeux et la capacité de résilience de chaque compagnie. Voilà. Donc enfin, ce qu'on peut dire pour résumer, puis on aura quelques temps pour les questions que vous pouvez avoir. Donc évidemment, les assureurs sont des investisseurs de long terme, au même titre que les banquiers. Donc, ils ont un rôle fort à jouer dans la transition. La transition au niveau des produits d'assurance, parce qu'il faut éviter le risque que des secteurs ne soient plus assurables parce que les risques sont trop importants aujourd'hui et ne peuvent plus faire partie du domaine des risques assurables. Donc, il faut participer au changement pour que l'assurance reste toujours un produit qui permette aux entreprises comme aux particuliers de vivre sereinement dans leurs pratiques et dans leur vie professionnelle. Il faut continuer à investir sur des supports qui permettent à la fois de recevoir le revenu attendu pour les investissements qui sont consentis, mais également de permettre la transition vers des économies moins coûteuses et moins néfastes, telles que les indicateurs peuvent le révéler. On a une réglementation qui, de toute façon, va continuer à contraindre. Donc, autant en avance de phase, cultiver ces opportunités-là avant d'en être contraint pour entamer le changement. On a vu, ça c'est des études de la société Sequentis par exemple, qu'un changement désorganisé n'amène pas les fruits attendus, alors qu'un changement organisé avec un désinvestissement progressif et organisé par le marché permet de justement garder toujours une rentabilité importante des revenus et des investissements. Donc, on a de plus en plus de référentiels qui permettent de mesurer. Donc, c'est important d'avoir toujours une mesure pour savoir si les actions mises en œuvre sont importantes. Et c'est bien là le premier enjeu de tout travail. Enfin, nous, quand on intervient chez des clients, on commence déjà par faire un audit des pratiques pour ensuite définir des premiers indicateurs. On met en place des politiques de réduction de ces indicateurs-là et on regarde en réévaluant à l'issue de ces premiers enjeux, on réévalue ces indicateurs. Donc, ça fait partie d'une démarche globale qui permet d'amorcer quand même en douceur, mais en profondeur, la transition. Et en tout cas, même au-delà de la transition, c'est un nouveau modèle de business à entrevoir. Voilà pour nous. Isabelle et Charlotte, je vous remercie infiniment pour cette intervention très détaillée, très complète, voire exhaustive. J'aurais une petite question pour conclure. En quoi la réforme de l'assurance des risques récolte s'inscrit dans une logique de green insurance? La réforme des risques récoltes, donc on l'appelle la MCR, elle s'inscrit dans la logique de green parce que c'est vraiment soutenir et pérenniser le secteur agricole que français. On est tous au courant dans notre vie quotidienne des difficultés de ce secteur-là. On a depuis des années des articles et des reportages sur la difficulté du secteur agricole français. Il est urgent de continuer à promouvoir une agriculture française, sinon on risquerait de ne plus être indépendant sur ce sujet-là et de participer à l'effort collectif d'indemnisation en cas de problème climatique. Donc effectivement, cette mesure, elle est en cours de discussion encore, mais elle fixe en fait 4 objectifs. C'est d'inciter un nombre croissant d'agriculteurs à s'assurer pour leur terrain, de faire bénéficier comme ça, de réduire l'exposition au risque via l'identification de
zones agricoles, enfin de sujets agricoles qui peuvent se mutualiser, donc de compensation entre filières comme les grandes cultures, les prairies, l'arboriculture et la viticulture qui pourraient compenser des risques. Il s'agit aussi de mieux indemniser les exploitants pour soutenir la filière. Et enfin, cette mesure, elle vise aussi à simplifier les démarches via l'instauration d'un guichet unique qui permettrait de réduire les délais de remboursement et de règlement des sinistres. Donc ça participe aussi bien au respect de la biodiversité que notre souveraineté alimentaire en soutenant les agriculteurs et en facilitant leur accès à l'assurance. Merci beaucoup. Alors, j'ai la même question, mais en ce qui concerne les catastrophes naturelles. En quoi les catastrophes naturelles sont... alors, les catastrophes naturelles, elles ont un double impact. Elles ont un impact, en fait, sur le... déjà, en tant que catastrophe sur une population donnée, sur des infrastructures données. Et donc, à ce titre, l'augmentation des catastrophes naturelles pourrait rendre des zones entières difficilement assurables à horizon 2050. Déjà en France, comme le disait Charlotte, l'étude a montré que d'ici 2050, on pourrait avoir une augmentation de x6 des montants d'indemnisation dans certaines régions françaises, ne serait-ce que parce que l'augmentation des catastrophes rendrait la zone entièrement difficile à assurer à un moment donné. Et puis, il y a aussi les impacts délétères de deuxième niveau, où en fait, les entreprises elles-mêmes ayant investi dans cette zone-là, verraient leurs actifs fortement diminuer. Et donc, il y aurait un effet boule de neige. Non seulement les zones elles-mêmes seraient difficiles à assurer, mais en plus, les gens qui auraient investi dans ces domaines-là pourraient aussi avoir des difficultés financières. Donc, dans tous les cas, il s'agit de se désengager, si possible, des entreprises et des secteurs qui sont soumis à ces risques de catastrophes, de les aider à s'en prémunir pour continuer à pouvoir les assurer. Il y a les deux sujets. Bon, bah, écoutez, je vous remercie encore pour cette intervention et d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous d'avoir participé. Bon appétit et à très bientôt pour un nouveau webinaire du département formation de l'Argus de l'assurance. Et merci à Isabelle et à Charlotte de SIA Partners d'avoir animé ce sujet ce matin qui vous a intéressé. Merci à vous. Bonne journée. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.